Je suis Anne-Catherine Bizot et donc je suis coprésidente de No Violence 21, comme François qui vient d'intervenir pour ouvrir cette séance. Je vous présente en deux mots No Violence 21. C'est une association qui a été créée en 2001 pour le 21e siècle, c'est pour ça que ça s'appelle 21, et dont l'objectif est de contribuer à la promotion d'une culture de non-violence pour le 21e siècle. Son principal moyen d'intervention, c'est la collecte de dons et de legs. Et ces dons et ces legs nous permettent, avec également des subventions, nous permettent de financer des projets qui nous sont soumis dans différents domaines. Et un des domaines dans lesquels intervient Non-Violence 21, ou un des domaines financés par Non-Violence 21 depuis le début, c'est le domaine de l'éducation ou de la formation. Notre sujet d'aujourd'hui va tourner autour de la question du harcèlement scolaire. C'est un sujet qui fait l'objet de réflexions, mais aussi d'interventions, notamment dans les établissements scolaires ou ailleurs, ou dans les formations menées par la plupart de ou par un certain nombre de nos associations. Il y a à Non-Violence 21 18 ou 19 ou 20 associations membres, et un certain nombre travaillent sur les questions d'éducation et également, plus précisément, sur ces questions de harcèlement scolaire. Donc, le sujet d'aujourd'hui autour duquel nous allons échanger et réfléchir, c'est comment éduquer les enfants dans une perspective non violente, comment les amener à faire face aux conflits, comment faire reconnaître dans les institutions scolaires ou éducatives la nécessité d'un apprentissage à la régulation ou à la résolution, on verra si nos intervenants font la différence entre les deux, à la régulation ou la résolution non violente des conflits. Et finalement, comment cet apprentissage forme-t-il à la citoyenneté? Voilà, c'est un peu vaste, mais c'est ce que vont aborder nos deux intervenants. Nous avons demandé donc à Anne Ferraud-Fercouter et à François Cribier de nous partager leur approche et leur expérience dans ce domaine. Donc, il va y avoir des choses assez concrètes et en même temps une analyse de ce que c'est que le harcèlement et de la manière d'y répondre. Ils interviendront chacun et chacune une vingtaine de minutes. Et pour ce qui est de vous, participants, on vous propose d'intervenir via le chat. On pense qu'on aura une bonne centaine de participants à cette télécauserie. Donc, ce sera difficile, comme ça, à distance, de vous donner la parole et de gérer la distribution de la parole. Donc, vos questions, vos remarques, vos demandes de précision, c'est par le biais des commentaires qui sont en bas de votre écran que vous pourrez intervenir et qu'elles seront répercutées soit par moi-même, soit par François Marchand. Voilà. Donc, avant de passer la parole à nos deux intervenants, Anne Ferraud-Vercouter est de Génération Médiateur et François Cribier de l'association Déclic CNV Éducation. Ils vont l'une vous présenter comment dire, alors, des interventions en milieu scolaire et la formation de personnes qui interviennent en milieu scolaire, et François Cribier, une méthode un peu particulière qui tourne autour des systèmes et des cercles restauratifs. Je vais d'abord passer la parole justement à François Cribier, qui nous précisera son association Déclic. François, tu es médiateur social depuis 20 ans. Tu as été formateur à Génération Médiateur et cette démarche de justice restaurative, elle est portée par cette association Déclic que tu vas maintenant nous présenter. Merci Anne-Catherine, bonjour à tous et à toutes.
L'association Déclic est née en 2015 de la conscience que la communication non violente pouvait modifier grandement la qualité, la teneur des relations, notamment dans nos écoles, mais pas seulement, autrement dit dans tous les groupes humains. Ce que je vais vous partager, c'est une approche un peu singulière que j'ai découvert il y a plus de 10 ans, après avoir travaillé sur la médiation et la médiation par les pairs, en partant du conflit. Qui dit conflit dit justice, et il est probable qu'à toutes les époques et sur tous les continents, il y a eu des personnes pour accompagner les conflits, des sages, des chefs, des arbres pour se parler, se rencontrer. Et cette justice, j'imagine qu'elle était, dans tous les débuts, réparatrice ou restauratrice ou restaurative, pour réinclure les personnes qui auraient dérapé, qui auraient contourné la loi, pour les réinclure dans la communauté, parce qu'évidemment, il y avait une question de survie. Justice restaurative, peut-être que ça vous dit quelque chose à propos de ce film qui est sorti l'année dernière, je crois, Je verrai toujours vos visages, qui a vulgarisé ces mots, justice restaurative. Ce film montre des rencontres entre auteurs et victimes, ou entre détenus et victimes, une possibilité qui est offerte en France pour les centres de détention depuis 2014. En 2014 également, l'Éducation nationale a édité un guide pour une justice en milieu scolaire, préventive et restaurative. C'est peu connu, mais ça a été quand même un grand mouvement autour d'Éric de Barbieux à l'époque. Et ce guide présente 4 approches, dont la CNV, autrement dit la communication non violente, et les systèmes et cercles restauratifs. Cette dernière approche nous vient du Brésil. C'est Dominique Barter qui l'a initiée il y a plus de 25 ans maintenant. Le Brésil a un endroit très dangereux. 3% de la population mondiale à peine, 15% des crimes, 80 fois plus que chez nous. Et évidemment, des drames dans les familles. Dominique s'est approché des jeunes de la favela à côté de laquelle il habitait. Les jeunes lui ont demandé de lui apprendre l'anglais. Et petit à petit, il a été invité dans les familles. Et ce qu'il a entendu dans les familles, c'est à quel point ces drames avaient eu des conséquences sur les personnes. Des vols, des viols, des meurtres en pagaille. Et il a repéré qu'il y avait un certain nombre de constantes dans ce qu'il entendait. Les constantes, c'est que les personnes auraient eu besoin, après ces drames, de dire et d'être entendues. Elles auraient eu besoin de comprendre pourquoi l'auteur avait fait ce qu'il a fait et qu'il prenne sa responsabilité dans mon malheur d'aujourd'hui. Ils auraient eu besoin de réparation autant que possible, si c'était possible, de retrouver de la sérénité, de la sécurité pour vivre à peu près normalement dans ces conditions. Et ça lui a donné l'idée d'imaginer une rencontre dans laquelle il y aurait 3 moments. Un moment pour dire et être entendu, un moment pour comprendre et pour prendre sa responsabilité, et puis un moment pour réparer. Et demain, que ferons-nous? Il a bâti 3 questions très simples pour répondre à ces questionnements. Et il le dit à sa manière. Il dit le cercle restauratif, c'est un endroit où le conflit peut fleurir, où on peut dire la vérité en sécurité. Vous entendez bien cette phrase, elle est peu habituelle, puisque évidemment, dans nos pays, plus on dit la vérité, j'allais dire plus on en prend, en termes de punition. Et puis chercher ensemble ce qui serait juste pour tout le monde. Voilà, c'est un processus assez abouti qui est initié par une personne qui peut être l'auteur des faits, qui peut être le receveur des faits, qui peut être un témoin qui se rend compte que quelqu'un a dérapé et à qui on pose la question de qui la présence est-elle nécessaire? Autrement dit, on va construire le cercle à partir de personnes qui vont être invitées
et même qui vont s'inviter les unes les autres, puisque la question va être posée à toutes les personnes qui iront dans ces entretiens préalables. Une fois que le cercle est configuré, la rencontre a lieu. Pardon. La rencontre a lieu dans la liberté. Je le dis parce que cette question en médiation, elle nous pose problème. Dans l'association dont je fais partie, il y a un dossier sur 5 seulement qui aboutit en médiation. Autrement dit, 4 fois sur 5, il est trop tard, une personne ne veut plus rencontrer l'autre. Et là, même si cette personne, elle ne veut pas se déplacer, le cercle peut avoir lieu à partir du moment où l'initiateur a dit « oui, je veux déclencher ce cercle ». Et puis, on est aussi dans l'équivalence. Alors ça ne nous est pas habituel non plus. Dominique Barter dit « Nous ne venons pas ici avec nos rôles sociaux, mais en tant qu'êtres humains, prêts au dialogue ». Et on imagine dans quel état d'esprit on va être pour imaginer ce dialogue entre des gens qui se sont fait mal, qui ont reçu des faits qui étaient insupportables. 3 étapes dans le cercle, donc, et à la fin de cette 3e étape, on va bâtir un plan d'action que l'on va mettre à l'épreuve pendant quelques jours, semaines ou même mois, si on se voit peu. Et on va se rencontrer dans la même configuration pour faire le point. Ce que nous avions décidé à la fin du cercle, est-ce que nous l'avons tenu? Est-ce que nous pouvons nous réjouir de certaines avancées, de certains apaisements? Est-ce qu'il y aurait des choses à bonifier ou à ajouter pour que les choses se pérennisent, pour que l'apaisement soit durable? Ce cercle, vous l'entendez, j'ai envie de dire, c'est du gros calibre, quoi. Ça va réunir un certain nombre de personnes, ça demande une énergie et des moyens humains qui sont assez conséquents. Il y a bien sûr, dans un système restauratif, d'autres pratiques qui vont du dialogue, de l'écoute à la médiation. Et toutes ces pratiques, on va les recenser, ainsi que les personnes qui vont pouvoir les accompagner. Et chaque communauté, je vais revenir sur le terme, est invitée à clarifier ce que Dominique Barter appelle son système restauratif. Autrement dit, qu'est-ce que pourra faire chaque personne de la communauté quand il percevra une tension en lui, chez un autre, entre 2 personnes, dans un groupe, dans une équipe, etc. Il appelle communauté un groupe de personnes qui partagent des ressources et des risques et qui sont engagés durablement. Et on va travailler sur ces questions dans des communautés suffisamment réduites pour que on soit actrice, on soit acteur de la construction de ce qui se passe. Donc quand je dis réduite, ça peut être une famille, ça peut être une équipe, ça peut être une classe, mais on ne va pas pouvoir mettre ça tout de suite au niveau, par exemple, d'un collège. On va créer des sous-communautés et c'est à cet endroit-là qu'on va créer notre système restauratif et inventer ce qui serait bon quand il y aura des tensions. Voilà, j'imagine que peu de personnes parmi vous se sont déjà posé ces questions. Que ferons-nous quand il y aura un conflit? Dominique Barter a une image pour ça. Il dit, quand on construit une école, on prévoit des endroits pour apprendre, des endroits pour évacuer, des endroits pour se détendre. On n'attend pas qu'il soit midi pour construire une cantine, parce qu'on sait que les enfants et les adultes vont avoir faim. On sait qu'il y aura des conflits dans une école, mais on n'a rien prévu pour. Dans nos sociétés, on a prévu aussi qu'il y aurait des accidents, qu'il y aurait des blessures, qu'il y aurait des incendies. On a un système de prévention et de réaction par rapport à la santé et à l'intégrité qui est excessivement performant. Mais on n'a rien prévu pour les blessures mentales et relationnelles. C'est à ça qu'on est invité. Et ce qui me plaît vraiment dans cette approche, c'est qu'elle combine des facettes préventives et restauratives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vivre au quotidien et qu'est-ce qu'on fera quand il y aura des tensions et des conflits. Et elle est utilisable par tout groupe humain, à petite échelle, comme je le disais. Une autre chose qui me plaît énormément et qui est rarissime dans nos communautés, c'est qu'elle invite à regarder toute personne comme un être humain imparfait, généralement blessé
et en devenir. Ce regard sur l'auteur des faits ou les auteurs, il me semble fondamental, et c'est en cela que la justice va être restaurative, c'est qu'elle va chercher à réinclure les personnes qui sont auteurs ou autrices. J'ai envie de donner un petit mot de Daniel Favre, qui me mène, qui est vraiment très important pour moi. Il dit, chacun de nous a de bonnes raisons de penser ce qu'il pense, de ressentir ce qu'il ressent et d'agir comme il le fait. Quand on commence à regarder l'auteur des faits de cette manière-là, en se disant qu'il a de bonnes raisons d'avoir agi comme il l'a fait, on peut imaginer qu'il y a un peu d'ouverture, peut-être même un peu de tendresse pour cette personne qui a été tellement blessée. La question qui se pose à nous, à nos communautés aujourd'hui, c'est est-ce que nous prendrons ensemble ce pouvoir dans nos petites communautés? C'est Albert Jacquard qui dit « Ce que vivent les êtres humains dans leur rapport les uns envers les autres ne dépend que d'eux. » Prendrons-nous ce pouvoir? Merci François, tu as terminé? Oui, je termine. Très bien, merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Anne Ferraud-Vercouter. Anne, toi, tu as été enseignante pendant... Excuse-moi, Anne-Catherine, il y a une petite question technique Oui, de monsieur ou madame Laroche. Existe-t-il un résumé du modèle de l'intervention? Comment ces compétences d'intervention se développent dans votre groupe? Voilà. Sans en développer, est-ce qu'il y a un résumé? Peut-être que François, tu peux répondre de deux mots. Alors, on peut trouver sur le site de Déclic CNV Éducation, déclic-CNV Éducation, sans accent, tout attaché.org. On peut trouver, merci Coralie d'avoir mis le site, Voilà. voilà, nos actions, systèmes et cercles restauratifs, une petite présentation et les stages et sessions que j'anime aux quatre coins de la France et même un peu plus loin, je reviens de Bruxelles. merci. Donc, vous trouvez ce lien dans le chat en bas de votre écran. Je ne vois pas d'autres questions. Ah, c'est bon. Donc, Anne, toi, tu as été enseignante dans... alors, voilà, tu vas nous présenter un PowerPoint qui s'affiche. Je te présente en deux mots. Tu étais enseignante en maternelle et en élémentaire. Tu es active au sein de Génération Médiateur, qu'on voit apparaître sur la première diapo de ton PowerPoint. Et tu as créé une association complémentaire, je dirais que c'est pas l'Atelier du Lien. Voilà, donc je te laisse présenter ce que Génération Médiateur peut proposer face à cette question du harcèlement à l'école et à la perspective d'une éducation à la citoyenneté. Merci Anne-Catherine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, cette histoire de harcèlement, c'est quelque chose de prégnant dans notre milieu scolaire aujourd'hui. Je vais plutôt traiter sous la forme de la prévention aujourd'hui, parce que c'est ce qui nous semble intéressant par rapport à l'éducation à la citoyenneté. Vous donner une définition du harcèlement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris ce que c'était. François a bien reparlé d'Éric de Barbieux, qui a vraiment été à l'initiative de cette initiative. Donc, le harcèlement, c'est des actions petites, répétitives, blessantes. Voilà. Et je vais me limiter à ça pour éviter d'aller plus loin. Et vous dire quand même que le harcèlement, c'est de l'intolérance à la différence. Et ça rejoint bien tout ce que François disait au sujet de l'équivalence, au sujet de regarder l'autre comme un humain. Voilà, l'intolérance à la différence. Et déjà là, j'allais dire, derrière ces simples mots,
on peut déjà entrevoir tout le travail qui peut être à faire, hein, les outils qu'on peut faire. Et si le harcèlement domine, c'est le conformisme qui domine. C'est-à-dire, tu n'es pas comme nous et je vais te le faire payer. C'est une atteinte à la diversité et on va même encore plus loin en disant c'est une atteinte à la démocratie. Alors on peut trouver des tas de définitions. Nous, on a une définition qu'on aime bien, qui est un petit peu différente et qui dit c'est un comportement ou des actions qui excluent des personnes d'une communauté à laquelle elles ont le droit d'appartenir. Moi, j'aime bien cette définition-là, qui va finalement loin. Un petit panégyrique là sur les différents types d'intimidation, et je profite de ce slide-là pour vous dire que harcèlement et intimidation, nous, on a plutôt tendance à parler d'intimidation que de harcèlement. Il nous semble que le mot harcèlement, il est plutôt adapté au milieu d'adultes, dans le milieu familial et professionnel, mais au milieu d'adultes. Et on parlera plutôt d'intimidation. Et la petite nuance qu'on pourrait faire, c'est de dire l'intimidation, c'est des petites actions pour lesquelles on n'a même pas la possibilité de porter plainte, contrairement au harcèlement. Anne, Oui. excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu as la possibilité de mettre en plein écran peut-être? Parce que là, on voit à l'avance la diapositive Ah, mais suivante. moi, je suis en plein écran, ça veut dire qu'il y a une inversion des deux écrans. Je suis sur deux écrans. Alors, Bon, je pense que bon, c'est pas là, hyper gênant si tu n'y arrives pas. je Alors, peux inverser, je vais faire comme ça. Tac. voilà, ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ouais. Est-ce que ça inverse ou pas? Non, non. Bon, alors, Écoute, on va peut-être rester là-dessus. ouais, je suis désolée. Il faut se mettre en pleine lecture pour que ça fonctionne avec seulement l'écran principal. Alors, en En pleine- bas, pleine lecture, il y a des petites icônes en dessous du PowerPoint, il y a lecture et là, il n'y aura que les grandes diapositives. j'ai pas ça. Pleine lecture. Désolée. À moins que j'aille dans le plus. Et tout en haut, tu as peut-être les paramètres d'affichage. Nous, on voit tes C'est comme un paramètres. petit livre qui s'ouvre, la pleine lecture, c'est comme un livre ouvert, il y a une petite icône, livre ouvert. Ouais, ben j'ai pas ça. Je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Bon, on va rester comme ça. On se Je suis concentrera désolée. sur Oui. sur la diapositive sur laquelle tu parles, qui est la plus grande, puisqu'on voit à l'avance Oui. la diapositive Ah, je suis suivante. désolée. Ouais, Mais ouais. c'est C'est la pas première fois grave, que ça me fait c'est tout ça. à fait lisible. C'est tout à fait lisible. Bon. Ok. Donc j'avance. J'avance surtout pour, à partir de cette nouvelle définition-là, et de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui justifie ce comportement du harcèlement? À quel besoin répond ce comportement? Et finalement, quels sont les besoins essentiels des jeunes? Et on s'aperçoit que, bah oui, le jeune, il peut avoir des tas de besoins non satisfaits. Le besoin d'attention, le besoin de respect, le besoin d'amour, d'affirmation de soi, de juste estime de soi, le besoin de confiance en soi, le besoin de distraction, de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance. Et on s'aperçoit que, ben oui, quand ces besoins-là, quand un ou deux ou plusieurs de ces besoins-là sont pas satisfaits, ben la stratégie possible, c'est le harcèlement et la violence. Et on s'aperçoit bien que du coup, c'est un choix ou pas d'ailleurs, parce que finalement, des fois, c'est pas un choix. C'est-à-dire que le jeune, il va agir avec le harcèlement ou la violence, et parce qu'il a ce manque, parce qu'il a ce besoin qui n'est pas assouvi. Et, Marshall Rosenberg disait, la violence, c'est l'expression tragique de besoins non satisfaits. Ça nous donne déjà des sacrées clés, là, sur le comportement des jeunes. Et du coup, on peut se dire que pour tous les élèves, quel que soit leur milieu social et leur âge, l'entrée à l'école ou dans une nouvelle classe, ça génère trois grandes peurs. La première grande peur, c'est d'être agressé et maltraité, et c'est le besoin de sécurité. La deuxième, c'est d'être rejeté et exclu, c'est le besoin d'appartenance. Et la troisième, c'est d'être jugé et humilié, c'est son besoin de reconnaissance. On voit bien là que
comment notre école répond à ces trois besoins. Comment nous, adultes, dans l'école, comment on répond à ces trois besoins. Et je veux rendre un petit... c'est Igor Rotenbühler de la thérapie sociale qui a mis en lumière ces trois craintes, ces trois peurs intrinsèques là, de l'élève qui rentre dans une nouvelle classe, par exemple. Alors, si on va un peu plus loin, si par exemple dans ma classe, je mets en place de la compétition et que je ne mets pas de cadre, je ne pose pas de cadre, que va-t-il se passer de l'insécurité chez mes élèves? Et quand il y a de l'insécurité chez mes élèves, que va-t-il se passer? Eh bien, la stratégie possible de mes élèves, ça peut être le harcèlement. Ça veut dire que si je favorise la coopération à l'école, si je co-construis un cadre clair, évolutif, eh bien, je vais nourrir leurs besoins de sécurité. Et avec ça, ben oui, je vais voir que je peux prévenir le harcèlement par ce biais-là, en nourrissant ce besoin de sécurité. Et du coup, ben, quel outil je vais mettre en place? Ben, tous les outils, jeux de coopération, les outils de cohésion, les outils de travaux de groupe, de construire l'équipe, les outils autour de construire le cadre en concertation avec mes élèves, avec ma classe, c'est-à-dire co-construire le cadre. Voilà comment je peux nourrir ce besoin de sécurité. Si dans ma classe, je favorise les jugements, la stigmatisation, je permets que ça puisse se passer et moi-même je le fais, que va-t-il se passer de l'exclusion? Et là, le choix qui est facile, la stratégie qui est facile, eh bien, c'est le harcèlement. Alors que si je mets en place des routines, des rituels, eh bien, je vais nourrir leurs besoins d'appartenance. Et là aussi, je vais pouvoir prévenir le harcèlement. Donc, l'outil parmi tous les outils, eh bien, je pourrais prendre des vrais temps de routine, de rituels, de quoi de neuf, d'expression, de créer des cultures communes, d'accueillir la diversité des cultures. Et avec ça, je vais créer ce besoin d'appartenance, je vais nourrir ce besoin d'appartenance. Si dans ma classe, je favorise l'humiliation parce que je la pratique moi-même, eh bien, je vais créer de la colère et je vais créer de la perte d'estime de soi. Et à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le choix qui va être fait par les jeunes, la stratégie possible faite par les jeunes, ça va être le harcèlement. Alors que si je m'adresse à l'élève comme j'aimerais qu'il s'adresse à moi, eh bien, je vais nourrir son besoin de reconnaissance. Et à nouveau, voilà là une belle prévention du harcèlement. Quels outils j'ai à ma disposition? Ben, par exemple, poser des questions ouvertes. Si je pose des questions fermées, en quelle année Victor Hugo a-t-il écrit telle œuvre? Il n'y a qu'une seule réponse. Donc c'est vrai ou c'est faux? Alors que si je demande aux élèves, qu'est-ce que vous pensez de ce poème de Victor Hugo? Eh bien, c'est une question ouverte. Et je vais nourrir le besoin de reconnaissance. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre dans cet exemple que je donne. Voilà donc des stratégies là d'adultes possibles pour prévenir le harcèlement. Et puis je reviens à ce que je disais au tout début, le harcèlement c'est de l'intolérance à la différence. Quel outil on peut trouver? Ben, par exemple, leur demander de chercher des points communs. Deux élèves en conflit, j'ai pas trop le temps de le gérer, j'ai pas trop le temps de le réguler. Ben, tiens, je vais leur demander de se trouver des points communs. Vous allez trouver 3 points communs à vous deux. Et déjà là, on voit que ça permet de réguler, de commencer à réguler le conflit. Ouais. L'histoire du conformisme, l'atteinte à la diversité, à la démocratie. Bien, par exemple, je peux proposer des activités où chacun peut exprimer son point de vue, créer des temps de débat, permettre à chacun d'exprimer avec sa diversité, sans jugement, poser le cadre dès le départ pour que justement il n'y ait pas de jugement. Organiser la bienveillance. J'aime bien cette idée d'organiser la bienveillance. Souvent on dit être dans la bienveillance. Moi j'aime bien l'idée d'organiser parce que pour moi ça s'organise. Organiser des débats sur des sujets qui amènent la controverse et qui permet à chacun
d'exprimer des points de vue variés, différents, inverser les rôles. Tiens, tu jouais ce rôle-là, ben maintenant tu vas jouer le rôle de ton voisin d'en face. Voilà, et on va organiser ça. Voilà. Pour moi, toutes ces stratégies-là, elles vont permettre d'organiser cette diversité, cette tolérance à la diversité et cette capacité à se rendre disponible à l'autre et à se créer équivalent. En effet, le meilleur moyen de se faire des amis dans un univers inamical, c'est d'adopter les ennemis des autres. Et on peut même aller jusqu'à dire que c'est une manière de nourrir le besoin de sécurité, d'appartenance et de reconnaissance. C'est-à-dire, quand je harcèle, je nourris mon besoin de sécurité, d'appartenance et de reconnaissance. Aussi choquant que ça puisse paraître. Ça veut dire que comment notre école peut-elle devenir un univers amical? Et là, c'est un outil en soi de se dire ça. Et tous les jeux de coopération, les travaux de groupe, les conseils de coopération, les messages clairs, la CNV, les cercles de parole, la justice restaurative, tous ces outils peuvent permettre de créer cet univers amical. Et du coup, on voit bien que les élèves, ils ont vite fait leur choix. Et on voit très vite que pourquoi ils choisissent l'univers inamical? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution à un moment donné. Donc, si je leur mets la possibilité de l'univers amical, ils choisiront celui-là la plupart du temps. Même dans les quartiers les plus difficiles, on en a des tas de témoignages. En fait, le harcèlement, ce serait un peu comme de la mauvaise herbe quand les besoins de sécurité, d'appartenance et de reconnaissance ne sont pas suffisamment nourris. Ça veut dire que ce serait ça notre responsabilité d'adulte. Ça veut dire finalement, est-ce que nous les adultes, est-ce qu'on nourrit les besoins des jeunes? Comment on nourrit les besoins des jeunes? Et pour nourrir ces besoins, eh bien, nous, on met l'accent sur le développement des compétences psychosociales. On appelle ça les CPS dans notre jargon. Développer les compétences psychosociales chez les jeunes et les enfants. Et je vous donnerai des petits tuyaux là, pourquoi et comment, à quoi ça sert. Et puis, dans un deuxième temps, l'idée de renforcer l'estime de soi, parce qu'on voit bien que quand on renforce l'estime de soi, eh bien, on permet à la violence de diminuer parce que je trouve d'autres moyens de m'affirmer que par la violence. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les compétences psychosociales parce que vous allez les trouver très facilement sur le site de l'Organisation mondiale pour la santé. En tout cas, en un mot, ces compétences psychosociales, l'idée, c'est de devenir citoyen, de devenir un citoyen. C'est ça l'idée. Et quand on développe, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Et on voit bien que lorsqu'on renforce ces compétences psychosociales, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une baisse du stress et de l'anxiété, que ce soit du côté des jeunes, que ce soit du côté des adultes, qu'il y a des addictions, une baisse des addictions, quelles qu'elles soient, et des conduites à risque, une baisse de la violence et du harcèlement, et une amélioration d'une juste estime de soi, d'une relation positive avec les autres, d'un apaisement, de meilleurs résultats scolaires. Et du coup, j'ai un petit peu envie de vous raconter l'histoire de Jérémy. Jérémy, il joue au hand avec sa classe. Et lors du dernier match, son équipe peine à garder l'avantage sur l'équipe adverse. Jérémy est déçu et il boude jusqu'à la fin du match. Et son coach l'interpelle pendant le débriefing d'équipe en lui reprochant son attitude. Celle-ci a pesé négativement sur toute l'équipe et Jérémy, de retour chez lui, sent que cet épisode risque d'impacter ses relations
au sein de son équipe. Et le lendemain, il décide d'envoyer un message à son coach pour expliquer son comportement. En fait, il n'était pas satisfait de son propre jeu et il s'en voulait à lui-même. Il reconnaît cependant l'impact de cette attitude sur l'ensemble de l'équipe et il s'en excuse et il précise tout de même à son coach qu'il aurait préféré avoir ce commentaire en aparté plutôt que devant tout le monde. On voit bien que dans cet exemple, Jérémy immobilise plusieurs ressources pour gérer la situation et préserver ses relations avec, d'une part, son équipe, d'autre part, avec son coach. Il a pu ainsi analyser son attitude, identifier ses émotions. Vous voyez bien que quand il fait ça, eh bien, il met en lumière des ressources émotionnelles. Et puis, il a tenu compte de l'avis de son coach, il met en lumière des ressources cognitives. Et il a aussi été capable de l'interpeller, d'exprimer ses besoins, il met en lumière ses ressources sociales. On voit bien que dans cet exemple, vous voyez bien que les CPS, ça sert à ça. Ça sert à mobiliser des ressources émotionnelles, des ressources cognitives, des ressources sociales. Et c'est ça qu'on veut travailler. Et vous voyez bien qu'avec ça, on est directement dans la prévention du harcèlement. Et quand je dis harcèlement, je pourrais mettre aussi des violences au pluriel. Hein. Et il y a un élément à prendre en compte dès le départ, c'est que c'est une tâche sans fin. Il ne faut pas se dire, je le fais une fois, c'est gagné, yes, c'est fait. Et oui, parce qu'on voit bien, c'est pas parce que je l'ai fait en 6e que c'est gagné pour la suite. Ouais. Et ça, c'est super important de se dire, ben oui, chaque année, il va falloir que je transmette ça à mes élèves. Et que ce soit le cadre, que ce soit, voilà, tout ce que je viens de vous transmettre là, c'est pas parce que ça a été fait en 6e que c'est gagné. C'est pas parce que ça a été fait en CM1 que c'est gagné définitivement. Ça veut dire que ça va être à refaire chaque année parce que le jeune, il se construit. Et puis le petit détour que je voulais faire par l'estime de soi. Et oui, parce que l'estime de soi, c'est le travail de toute une vie. Parce que c'est l'image que j'ai de moi. Donc, ben oui, hein, même nous, à notre âge d'adulte, hein, on est encore en train de développer notre estime de soi. Oui, c'est l'image que j'ai de moi. Et si on veut reprendre les 3 piliers de l'estime de soi de Christophe André, ben on va voir que le premier pilier, c'est la confiance en soi. Je suis capable. Et du coup, ben, j'ai confiance en moi. J'ai pas besoin d'écraser les autres. J'ai confiance en moi. Une pique arrive, quelqu'un me dit une insulte. Je suis ni hérisson ni paillasson. Je vais apprendre à m'affirmer positivement. Voilà un outil de premier choix. Deuxième pilier, l'amour de soi, l'affirmation de soi. Je suis aimable. C'est-à-dire, je vais savoir prendre position. Je vais pouvoir formuler des demandes claires et pacifiques. Je vais être capable d'exprimer mes émotions et mes besoins. Je vais être capable de dire non. Voilà des outils encore de premier choix. Et le troisième pilier, c'est la vision de soi. Je suis valable. Ça veut dire, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Je vais apprendre à me connaître, mes qualités, mes compétences, mes points d'amélioration, mes appuis pour le quotidien. Ça veut dire, l'idée, ça veut dire qu'il va falloir que je remplisse mon réservoir. Et je vais remplir mon réservoir justement avec ces 3 piliers. Pour pouvoir remplir le réservoir de mon élève, de mon propre enfant, de mon ado, de mon conjoint, de ma voisine, eh bien, je vais remplir mon réservoir. Et pour pouvoir remplir ce réservoir, eh bien, je vais m'appuyer sur ces 3 piliers. C'est avec ces 3 piliers que je vais pouvoir le remplir. Je suis capable, je suis aimable, je suis valable. L'idée, c'est de s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper de l'autre, renforcer son estime de soi pour pouvoir renforcer celle de l'autre. Et c'est pas que des mots. En fait, l'idée, c'est de s'occuper de soi parce que c'est un vrai cadeau à faire à l'autre. Et très souvent, les gens disent « Ah non, mais moi, je donne. » Mais oui, mais et quel temps tu prends pour toi? Comment tu fais pour remplir ton réservoir? Et du coup, comment tu prends soin de ta jauge, là où tu en es?
Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient très, très à cœur à Génération Médiateur, parce qu'au fil de nos formations, on rencontre des tas d'enseignants, des tas de CPE, au bout du rouleau, au bord du burn-out, au bord de l'épuisement, qui donnent et qui n'ont pas la culture, j'irai jusque-là, d'observer où est-ce que j'en suis moi, dans mon réservoir. Je voulais vous transmettre un outil en parlant d'estime de soi, pour construire l'estime de soi, au moins un outil. Allez, qu'on appelle le compliment descriptif. C'est un outil essentiel à mon avis. Regardez ce petit bonhomme-là, qui pourrait être mon élève, qui pourrait être mon enfant. C'est chouette que tu aies attendu que Pierre ait fini pour parler. Titre souligné, waouh, je trouve ça beau. Mettre la table en moins de 5 minutes, tu peux être content de toi. Et qu'est-ce qui se passe chez cet enfant? Eh bien, cet enfant, dans un deuxième temps, il va se dire, waouh, c'est vrai que je suis quelqu'un de bien. Ça veut dire que je vais décrire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Et à partir de là, l'enfant, il va se faire un compliment à lui-même. C'est ce qu'on appelle le compliment descriptif. C'est 1000 fois plus puissant que de dire à un enfant, t'es super, t'es un vrai artiste, t'es un vrai comédien, tu sais faire ce... Non, je vais lui dire, je vais décrire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Et c'est 1000 fois plus puissant. Voilà un outil extraordinaire pour complimenter un enfant et construire l'estime de soi. Alors tous ces outils, tout ce que je viens de vous dire, de tous ces outils que je vous ai énumérés, ils sont tous essentiels. Mais si ma posture d'adulte face à l'élève, face à l'enfant, si ma posture, elle ne reflète pas ce que je dis, c'est-à-dire, fais ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire, je demande à l'élève de faire un truc, mais moi, je ne le fais pas. Eh bien, je vais créer chez l'élève ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Et cette dissonance cognitive, elle va créer un conflit de loyauté chez les jeunes et ça va générer du stress. Et voyez bien que on n'est pas loin, on n'est pas loin de générer du harcèlement avec ça. L'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul, disait Gandhi. Ça veut dire ne leur apprenez pas à être poli, montrez-leur, ne leur apprenez pas à être généreux, respectueux, empathique, montrez-leur. C'est-à-dire c'est votre comportement, ne leur apprenez pas à être solidaire, soyez-le vous-même. Ça veut dire il apprendra plus de ce que vous êtes que de ce que vous dites. Et ça nous semble ça vraiment essentiel. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et pour terminer avec ça, quand les adultes prennent soin d'eux-mêmes, ils se sentent plus heureux. Ben oui, l'idée c'est d'être vigilant et de remplir son réservoir intérieur. Et quand les adultes prennent soin de leurs relations entre adultes, ils ont plaisir à travailler ensemble, ils sont plus actifs, plus créatifs, ils se sentent à leur place, quoi. Et lorsqu'ils sont en cohésion, eh bien les jeunes le sentent. Et ils mimétisent, ils sont bien dans leur basket. Ils vont faire la même chose que les adultes autour d'eux. D'où l'intérêt de vivre des formations in situ, en équipe, tous ensemble. Non, non, c'est pas le monde des bisounours, hein, ce qu'on vous raconte là, parce qu'on le vit. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, à vous transmettre ce soir. Peut-être vous aurez des questions. Je vais lâcher le... Voilà. Et... Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Je te repasse la parole, Anne-Catherine. Ou pas. Déjà une question technique simplement, comment pourrons-nous avoir accès aux diapositives? Alors, c'est enregistré, donc on peut l'avoir via l'enregistrement vidéo. Oui, on va le dire comme ça. Pas les diapositives. Voilà. Oui, on va le dire comme ça.
par le biais Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il y avait j'ai pas eu le temps de... Il y a beaucoup de félicitations. Ah, merci. Merci. Voilà. C'est possible d'imprimer les PowerPoint. Alors, oui, à usage personnel, pas à usage pour formation vous-même auprès d'adultes. Bien sûr. Hein. Mais oui. Attends, il y a Donc, Catherine qui n'aurait plus de son. Anne-Catherine, oui, a son micro fermé. Ah oui, je ne sais pas pourquoi. Peut-être tu peux le rallumer. Merci, c'est toi François qui avait bloqué mon son, je ne pouvais pas rallumer, je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que je vois ça. Mais comme je C'est parce disais, que j'avais bloqué le son des gens qui rentraient, mais ceux qui y étaient déjà n'étaient pas bloqués et puis c'est passé quelque chose. voilà. Donc, Si François, je vois excuse-moi que Anne, François j'ai est pas aussi pu prendre le bloqué. relais parce que je n'arrivais pas D'accord, tout à fait. Merci. à reprendre la main. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention très concrète et qui effectivement nourrit des réactions très positives. Alors, pendant que j'essayais de rallumer, François, tu as dit la question qui est posée à Anne de savoir si on peut se procurer donc ton PowerPoint. Anne, je ne sais pas si tu as répondu. Alors, j'ai dit par le biais de l'enregistrement, mais je ne l'enverrai pas. D'accord, d'accord. Voilà. Pour la simple et bonne raison que c'est une grande première, que ce PowerPoint est tout neuf et vient de sortir. Il a été mis au point avec Monique Ferreiron, que vous voyez là sur l'écran, et que je salue chaleureusement. C'est une œuvre commune et du coup, on intervient prochainement au sommet du harcèlement et ce PowerPoint sera un peu plus détaillé puisque nous aurons 1 heure d'intervention, donc un peu plus détaillé que ce que vous avez là, mais du coup, on veut le garder pour le moment par respect pour la personne qui organise le sommet du harcèlement. Merci. Alors, je vais reprendre une des questions qui est posée, que je voulais vous poser également, sous une forme éventuellement un petit peu différente, mais il y a donc Michel Cerisier qui demande quels sont les dispositifs formation que vous mettez en place dans les établissements scolaires. Alors, la question va s'adresser à tous les deux. Plus largement, vous nous avez présenté vos méthodes et l'analyse des relations humaines ou des relations entre enfants qui les sous-tendent. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous faites dans les établissements scolaires ou dans d'autres structures éducatives, nous en dire un peu plus sur les interventions de vos associations? Alors, je ne sais pas, tu veux commencer, François? Oui, je veux Que bien. Anne puisse boire un petit peu en attendant. Oui, voilà. Moi, j'interviens dans les établissements scolaires, soit sur les questions de, voilà, soit de harcèlement, soit de tension dans les équipes, donc pour réparer quelque chose entre adultes, soit en termes de formation pour 2 jours, 2 journées pour découvrir les systèmes et les cercles restauratifs. Soit dans les établissements scolaires, ce qui est assez rare, soit au niveau des rectorats. Donc actuellement, je suis intervenu dans 2 rectorats. Il y a un autre rectorat dans quelques semaines. Voilà, donc l'éducation nationale commence à s'intéresser vivement à ces approches. Merci François. Quand tu dis rectorat, ça veut dire dans les formations des enseignants, c'est ça? C'est ça. Ça s'appelle maintenant les écoles académiques de formation continue, EAFC. Et c'est dans ce cadre que, alors c'est soit les enseignants, soit des directeurs et des principaux de collège, par exemple. Pour Et l'instant, ça n'est pas la formation initiale des enseignants. c'est pas en formation initiale pour l'instant, non. D'accord.
Anne? Alors, à Génération Médiateur, donc plusieurs petites précisions. La première, c'est que à Génération Médiateur, on ne prône pas la médiation en cas de harcèlement. Ah ouais. Ça nous semble essentiel. Une des raisons essentielles, c'est que il y a une disproportion des forces en cas de harcèlement. C'est-à-dire que très souvent, c'est un groupe contre un seul. Et rien que par le fait qu'il y ait cette disproportion des forces, il ne peut pas y avoir de médiation, puisque en médiation, on est dans une équivalence. Donc rien que par ce fait, c'est impossible. Ça veut dire que les cas de harcèlement, ils vont être traités par les adultes, et nous formons les adultes à la méthode de préoccupation partagée. Donc, d'autant plus que, en effet, le harcèlement n'est pas un conflit pour nous, ou du moins c'est un conflit tellement particulier, hein. C'est une agression, un harcèlement. Donc pour nous, c'est un peu différent. Alors, maintenant, Génération Médiateur intervient dans les écoles à la demande, donc ça peut émaner d'un directeur, ça peut émaner d'une CPE, ça peut émaner de parents, d'associations de parents d'élèves, et on intervient in situ essentiellement, à plus de 90%, on intervient in situ dans les établissements pour une équipe d'une quinzaine d'adultes, et c'est ce qu'on appelle une formation en cascade, à savoir que nous, Génération Médiateur, on va former les adultes qui formeront leurs élèves. Ça veut dire qu'on va faire passer les adultes par toutes les étapes qu'ils feront ensuite passer à leurs élèves. On va faire vivre aux adultes les activités, les jeux qu'ils vont ensuite proposer à leurs élèves. Ils auront vécu de l'intérieur ces activités et ces jeux qu'ils pourront ensuite retransmettre à leurs élèves. C'est la force de cette formation qui est essentiellement ludique, interactive, expérientielle, et qui permet du coup de vivre de l'intérieur ce que je vais retransmettre à mes élèves. C'est ça la puissance de ces jeux et de ces activités. Et toute la première partie de la formation, eh bien, elle est essentiellement centrée sur les CPS, les compétences psychosociales, parce que de plus en plus à Génération Médiateur, plus on avance, plus on s'aperçoit que la prévention, eh bien, c'est un vrai cadeau pour les équipes d'adultes comme pour les classes. Et que du coup, lorsque j'ai dans ma musette ces CPS, que je sois un jeune, que je sois un adulte, eh bien, le conflit suivant, je vais le vivre différemment. Et je vais le gérer et je vais l'appréhender différemment. Je vais avoir des clés de lecture pour l'appréhender différemment. Merci Anne. Quelqu'un te demande de préciser ce qu'est le sommet du harcèlement. Le sommet du harcèlement, c'est à l'initiative d'une Coralie Garnier qui a mis en place ça, j'allais dire toute seule dans son coin, qui a lu les derniers ouvrages et les derniers magazines Innovation en éducation, et qui nous a trouvés, puisqu'on a fait plusieurs articles dans ce journal-là, dans plusieurs numéros. Elle a vu Génération Médiateur, elle nous a contactés, et c'est comme ça qu'on a été approchés, et que du coup on intervient parmi la vingtaine d'intervenants à ce sommet qui aura lieu, Monique et de moi, début octobre. Voilà. Alors, une personne, Geneviève Dupont, dit « Je suis d'accord sur la différence du nombre entre une victime du harcèlement contre un groupe, mais je ne suis pas d'accord sur la violence. » Ok. Alors, il nous semble que harceler, intimider un camarade,
pour nous, c'est de la violence. Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Alors, peut-être qu'on a une précision. Non, je ne sais pas. Donc, si, comme moi-même, je ne sais pas te dire ce sur quoi Geneviève Dupont est en désaccord. Peut-être, François, tu as une intuition par rapport à la question et une réponse possible? J'étais en train de regarder le chat. Tu veux me redire la question, s'il te plaît? Oui, si tu peux redire la question, Anne-Catherine. Alors, donc, la remarque, c'était, je suis d'accord sur la différence que tu as évoquée, Anne, entre du nombre entre une victime et contre le groupe, mais je ne suis pas d'accord sur la violence. Alors, c'est peut-être sur le fait de parler de violence au sujet de ce harcèlement. Oui, je suis pas sûre de bien comprendre la question à nouveau, même redit. Alors, on va regarder, il y a 2 nouveaux messages, mais ça n'est pas sur ce sujet. Donc, je propose, sauf si... Geneviève Dupont demande qu'on lui ouvre le micro. Ouais. Ouais, plus clair. Geneviève Dupont peut mettre Et son en micro. attendant, donc, Monique Ferreron nous a envoyé le lien pour le sommet du harcèlement. Voilà. Voilà, je ne sais pas si François a pu ouvrir le micro pour que Geneviève... Je lui ai demandé de explique remettre son micro, mais ça remarque, oui, mais apparemment, il faut que toi, tu donnes des autorisations. j'ai donné l'autorisation. Ah, Je mais l'ai- très Si, il bien. est ouvert. Elle peut y aller, Micro est Geneviève. ouvert. Alors, Geneviève Dupont, allez-y. c'est pas Geneviève, c'est Philippe, mais Ah. mon épouse est à Ah, côté. Oui, alors, oui, je voulais expliquer que sur la médiation, si on ne peut pas intervenir sur la violence, je ne vois pas à quoi peut servir la médiation, quoi. Parce que dans le cas de la justice, on va dire restaurative en général, ce n'est que sur la violence. Donc, mon expression était sur le fait de dire que ben, je comprends très bien qu'on ne peut pas faire de la restauration avec un groupe et une personne, un groupe d'auteurs et une victime, ça c'est sûr, ça ne peut pas fonctionner. Et il faut que, comme vous l'avez dit, qu'il y ait équivalence, ça c'est certain. Mais par contre, sur la violence, là je me pose la question, parce que si on ne peut pas intervenir sur la violence, alors qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Alors, peut-être François, tu as envie de répondre et moi, je prendrai la suite. Oui, il me semble qu'on touche ici une des limites de la médiation, qui est pensée pour réunir 2 personnes, éventuellement deux sous-groupes. Or, le harcèlement, comme tu l'as dit, Anne, peut être un conflit systémique, c'est-à-dire qu'il engage un certain nombre de personnes. Voilà, dans un équilibre qui peut être très disproportionné, effectivement. Il me semble que, enfin, moi, j'ai traité plusieurs affaires de harcèlement dans les écoles ou collèges, et je vois que ouvrir cet espace de dialogue permet de comprendre ce qui se passe pour les uns, pour les autres, et de retisser un mode relationnel qui soit plus respectueux les uns des autres. Même si aujourd'hui, effectivement, ce gros mot du harcèlement pourrait nous empêcher de faire ça au profit de la justice de nos pays, et qui va prendre un certain temps pour s'occuper de ce genre de choses. Ou au profit de la justice un peu expéditive qu'on peut rencontrer dans certains établissements scolaires aussi. Anne, tu veux compléter? Sinon, je... Oui, juste pour dire que évidemment que la médiation, en cas de violence, évidemment que la médiation est extrêmement efficace. Nous, c'est vraiment sur la violence harcèlement qui nous semble qu'elle n'est pas appropriée. Du moins, François l'a bien dit, du moins la médiation a des limites, là précisément pour le harcèlement.
La justice restaurative, c'est une démarche un peu différente et en effet, peut-être qu'elle a sa compétence. La médiation, il nous semble que dans la mesure où on cherche vraiment une parité et une équivalence, eh bien, ça ne nous semble pas adapté. Voilà. En revanche, Alors, la méthode de préoccupation partagée nous semble bien plus adaptée. je suis d'accord. propose de revenir justement au processus du cercle restauratif, puisqu'il y a une question qui est posée à François ou une demande de précision. Peux-tu décrire le processus de dialogue dans le cercle restauratif, notamment avec des jeunes? Oui, le cercle restauratif permet de faire se rencontrer des jeunes qui sont en tension et en conflit les uns avec les autres. Le processus est assez simple. Je vous ai parlé tout à l'heure de 3 questions. La première question, c'est: qu'aimeriez-vous faire savoir et à qui à propos de ce que vous vivez actuellement? Et chacun va pouvoir prendre la parole comme ça vient, au moment où ça vient. Il n'y a pas de préséance ou autre. Et le facilitateur ou la facilitatrice va inviter le destinataire du message à redire ce qu'il en a entendu. Dans un deuxième temps, le facilitateur ou la facilitatrice va se retourner vers l'émetteur et va lui demander: est-ce que c'est ça que tu voulais qu'il entende? Soit c'est exactement ça, soit on va préciser. Et on se retourne l'un vers l'autre et on va faire autant d'allers-retours que nécessaire jusqu'à ce que la personne dise: oui, c'est exactement ça que je voulais que tu entendes. Ça crée un ralentissement qui est très inhabituel dans nos cultures, puisque en général, quand quelqu'un parle, on est en train de préparer sa propre réponse, donc on ne l'écoute pas vraiment. Mais ça permet vraiment d'aller au bout de ce que la personne a besoin de dire. Et quand on se sent entendu, curieusement, on retrouve de la disponibilité pour écouter l'autre. Merci. Je vous propose de lire une réaction de Naomi Bond qui travaille aux apprentis d'Auteuil et qui dit: nous travaillons la médiation éducative à apprentis d'Auteuil. Nous ne proposons pas de rencontre tant que les sanctions face à la violence n'ont pas été appliquées. La médiation nous permet donc de relire l'incident et permet aussi d'assurer le climat scolaire au-delà des sanctions comme un geste éducatif. Je vous propose, vous pouvez retrouver ça donc évidemment sur le chat. Et autre aspect, Peggy Raison qui dit dans les situations d'intimidation, la méthode préoccupation partagée est également très efficace. Et quelqu'un demande si vous pouvez préciser ce que c'est que la méthode préoccupation partagée. Donc, est-ce que Anne ou François, vous pouvez répondre, ou est-ce que du coup, il faudrait passer la parole à Peggy? On peut passer la parole à Peggy, qui sera tout à fait à même, qui est formatrice Génération Médiateur et tout à fait à même d'exposer. Mais voilà, Peggy, c'est si tu as envie de prendre la parole. Peggy peut elle est bien brancher son volontiers. micro, de même que Geneviève Dupont qui l'avait branché et qui l'a refermé. Alors, Peggy, la parole est à vous. Alors, elle n'a pas dit si elle avait envie ou pas. Je ne voudrais pas la brusquer. Je laisse Anne continuer. Je complétais ce que Génération Médiateur peut proposer. Donc, Peggy te laisse la parole, Anne. D'accord, d'accord. La méthode de préoccupation partagée, ce qui est très important à dire, c'est qu'elle va d'abord concerner les adultes. C'est les adultes eux-mêmes qui vont mettre en route ce processus.
Alors, ça va être difficile de dire en quelques minutes, hein, c'est un vrai challenge que vous me donnez là. Je suis en train d'aller chercher mes feuilles de pompe là pour vous faire quelque chose de rapide. L'idée déjà, c'est que c'est une méthode qui est non blâmante et qui va permettre à chacun de sortir par le haut. C'est une méthode qui va être menée par une petite équipe, ça c'est important, et une petite équipe formée. Ça veut dire que je ne peux pas m'improviser comme ça et dire allez hop, je mets en place la méthode de préoccupation partagée. Voilà. Donc, en général, soit la CPE, soit l'infirmière scolaire, avec une petite équipe de 2, 3, 4 personnes autour d'elle. Il y aura une personne qui va plus particulièrement s'occuper de la cible, ce que nous on appelle la cible, c'est-à-dire du jeune qui est harcelé, qui est intimidé. Et cette personne-là sera uniquement pour la cible. Et puis le reste du groupe sera plutôt pour ce qu'on appelle les IP, c'est-à-dire les intimidateurs présumés. On va recevoir en tout premier la cible pour qu'il puisse raconter, pour qu'il puisse pleurer, pour qu'il puisse et qu'on puisse nous accueillir et soutenir. Hein, voilà. Et parallèlement, le reste de l'équipe d'adultes va aller chercher dans la classe, les uns après les autres, individuellement, va aller chercher les intimidateurs présumés pour un tout petit entretien d'1 minute et demie dans un bureau, pas entre deux portes. Voilà. Juste pour lui dire, j'ai l'impression que c'est difficile pour tel élève en ce moment, en nommant l'élève. T'as vu des trucs, toi? Voilà. Et du coup, l'élève va dire, ben, alors, il a plusieurs réactions possibles. Il peut dire, oh non, 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 j'ai rien vu. Ou au contraire, dire, ouais, ben, j'ai vu que c'était dur, elle est souvent absente, puis elle pleure souvent, et puis, bon, etc. Puis j'ai vu qu'elle avait des mauvaises notes en ce moment, ou j'ai vu, ou pas. Hein. Et selon la réponse du jeune, eh bien, l'adulte va juste lui dire, bah, écoute, je te propose d'observer, et puis on se revoit, mais sans lui dire quand. On se revoit. Et il va faire la même chose avec tous les intimidateurs présumés. Il peut même élargir au-delà, éventuellement. Et c'est des petits entretiens qui vont durer, comme je le disais, 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, pas plus. Le jeune dit, ben, c'est tout, je dois juste observer. Oui, oui, c'est tout. En général, rien que le fait de faire ça desserre l'étau. Parce que les jeunes, petit à petit, vont voir qu'on appelle les uns après les autres dans la classe. On appelle, tiens, comment ça se fait? Tiens, tiens. Et il va se passer quelque chose. Et en général, rien que de faire ça, desserre l'étau autour de la cible. Et puis éventuellement, la semaine suivante, on va revoir chacun des jeunes, tout en continuant, évidemment, parallèlement, hein, de soutenir la cible. Ça, hein. Et alors, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Est-ce que tu as l'impression que ça va mieux? Est-ce que, voilà. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on va voir que les choses, c'est-à-dire qu'on va permettre. Voilà. Je voudrais que tu observes. Est-ce que je pourrais avoir de l'aide de ta part? On va demander à l'intimidateur présumé de l'aide. Et en général, eh bien, ça suffit. Alors, ce que je dis là, c'est surtout en primaire, ça suffit à desserrer l'étau. En collège, c'est un peu plus compliqué et en lycée encore plus, parce que les sujets de harcèlement sont plus complexes. Hein. Donc, on va revoir les intimidateurs présumés, le nombre de fois nécessaire, mais tout ça va se passer sur 15 jours maximum. Si au bout des 15 jours, rien, il n'y a pas d'amélioration visible, eh bien là, c'est le principal, la directrice, le directeur qui prend le relais et qui peut aller jusqu'à donner une sanction. Au bout du bout, dans le meilleur des cas, on peut faire une rencontre, mais ce n'est pas obligatoire, faire une rencontre entre la cible et les intimidateurs présumés. Certains parmi nous, Génération Médiateur, vont jusque-là, d'autres moins. Donc voilà, il peut y avoir des différences
Voilà. L'idée, c'est de dire, je suis préoccupée par tel élève, je suis préoccupée, ça va être ça le maître mot, pour ça que c'est d'où son nom, hein. Je suis préoccupée par quelqu'un, est-ce que tu as vu quelque chose, hein? Et on va partager notre préoccupation à l'élève intimidateur pour lui dire, je voudrais que tu te préoccupes aussi, finalement, hein. Voilà. Merci beaucoup et merci aux participations diverses sur le chat avec des précisions sur cette démarche que moi je ne connaissais pas. Donc c'était très intéressant en complément de ce que tu avais présenté. Merci donc à la question et aux différentes, à ta réponse et aux participations sur le chat. Je propose de poser une dernière petite question à François, puisque quelqu'un lui demande s'il est Le temps. possible de mettre en œuvre un système restauratif des 2 personnes. Et après, on conclura cette rencontre. Voilà, construire un système restauratif, on peut le faire avec soi-même déjà, et on peut le faire à 2, et on peut le faire à 5 ou 10, avec les gens avec lesquels on partage des ressources, des risques, et avec lesquels on est engagé durablement. Il s'agit d'imaginer la meilleure manière de relationner ensemble. Quel est cet état d'esprit, quels sont les moyens qu'on se donne pour vivre entre nous ce à quoi on aspire vraiment. Et puis, est-ce qu'on peut prévoir qu'il y aura des tensions entre nous et qu'est-ce qu'on pourra faire chacun dans ces cas-là? Et sur ce registre, est-ce que je suis en capacité d'écouter ce qui se passe en moi? Est-ce que j'ai de l'élan pour aller rencontrer l'autre? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagné pour rencontrer l'autre? Parce que je suis trop blessé. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui nous aide à nous parler, un médiateur ou une médiatrice? Et si nous sommes plus nombreux, est-ce que un facilitateur, une facilitatrice pourrait nous aider à nous rencontrer dans un cercle restauratif? Eh bien, merci encore à nos 2 intervenants et à vous les participants. Beaucoup d'interventions sur le chat. Bien sûr, beaucoup vont dans le sens des remerciements aux uns et aux autres, mais aussi beaucoup de demandes de prolonger la réflexion ou de retrouver les informations qui ont été données. Donc, je vous rappelle que cette télécauserie est enregistrée, qu'elle est disponible sur YouTube. Comme l'a dit Anne tout à l'heure, son PowerPoint, de fait, sur YouTube apparaîtra. Peut-être que vous pouvez, c'est pas toujours facile sur le chat de retrouver les liens. A priori, je crois que François, tu as donné les coordonnées de Déclic tout à l'heure. Il me semble que tu as donné l'adresse du site. Ça a été écrit par Coralie et effectivement, ça permet de trouver les dates de session aux 4 coins de la France. Voilà, merci. Et donc, Anne, je ne sais Je viens de pas, mettre l'adresse du site, gmediat.com. gmediat.com. Voilà, Voilà, vous pour ce qui trouvez. est donc de vos Les sites étaient associations. dans l'invitation, hein. Voilà. Oui, merci François. Oui. Vous trouverez tous les détails sur toutes les différentes propositions de formation, puisqu'il y a des choses sur la médiation par les pairs, mais pas que. Voilà. Voilà, donc un petit rappel sur les lieux où vous pouvez trouver des informations sur Non-Violence 21 pour le coup, avec les liens évidemment YouTube, etc. Nous sommes également présents sur X, sur Facebook, sur Instagram, voilà, et l'adresse du site que je ne sais pas par cœur, mais qui doit être non-violence21 en un seul mot, .com ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est facile à trouver. Et comme l'a dit François, c'est sur l'invitation. Je profite de la fin de cette télécauserie pour vous dire 2 mots de notre prochaine initiative qui est, que certains d'entre vous connaissent, qui est les 21 heures de la non-violence. Donc, nous organisons le mois prochain, le 19 octobre, la 3e édition des 21 heures de la non-violence sous une forme différente de celle de l'année dernière et de celle d'il y a 2 ans. Ce sera sur une journée et ce sera en présentiel.
en présentiel, mais alors là, je me tourne plutôt vers François. Tout sera enregistré, François. Ce sera enregistré le débat principal de 2 heures sur un peu le même thème qu'aujourd'hui, avec Voilà. 2 de nos Oui. intervenants qui sont déjà là, sera en présentiel, mais aussi capté en vidéo et bien sûr sur YouTube, mais il sera aussi en direct sur YouTube et quelques autres sites qui seront indiqués dans l'invitation qui se trouve dans la newsletter de Non-Violence 21 qui n'est pas encore partie. Donc, si vous inscrivez à la newsletter, vous la recevrez. Voilà, donc inscrivez-vous à la newsletter, inscrivez dans votre agenda que c'est le 19 octobre et c'est à 17 h qu'il y a une table ronde sur un thème, comment dire, proche, qui est Oser la non-violence à l'école, virgule, au collège, point de suspension. Et nos 2 intervenants d'aujourd'hui seront également présents avec d'autres à cette table ronde. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le 19 octobre et puis je vous souhaite une bonne soirée. Donc avec les remerciements qui continuent de tomber sur le chat. Merci. À bientôt.